Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce matin, nous sommes avec Alexandre Cugnache pour sa chronique. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors aujourd'hui, alors que le débat revient sur le financement de l'État, vous revenez sur le sens de l'imposition. Et oui, bonjour à tous les deux. Alors, Hier matin, il faisait beau dans ma campagne. Enfin le printemps. Je me rends à Paris pour audience et miracle, le train est là, bien à l'heure. Et j'ai même une place assise et personne pour brailler dans son téléphone. On peut même travailler ou dormir en paix. Le miracle continue. J'ai un métro direct jusqu'au palais de justice où, remiracle, nous passons à l'heure de convocation à l'audience avec un magistrat agréable et compétent qui connaît son dossier, un confrère honnête qui reconnaît que tel argument ne tient pas. L'espace de 3 heures, on se serait cru dans un pays civilisé. Mais patatras, je reprends mon train pour la province et le premier est annulé, une panne. Le suivant, 1 heure plus tard, toujours annulé, même problème. Il n'y aura pas de train jusqu'au lendemain. Mais avant de prévenir mon épouse de ce contretemps et de solliciter mes parents pour hébergement, et je note entre parenthèses que moi j'ai cette chance, comment fait-on de passage à Paris et coincé de la sorte, puisqu'il est désormais impossible de circuler en voiture. On prend un hôtel qu'on ne peut pas facturer à son client, et si on a les moyens de l'hôtel parisien, ce qui est de moins en moins vrai pour un provincial, sans compter le temps perdu. Bref, avant de prévenir de mes mésaventures, j'ai eu le temps d'attendre au café proche de la gare de Bercy. Plein vue sur Bercy, le ministère, ce mastodonte de la technocratie française. Et je me suis rappelé l'avant-veille, les relances d'impôts et de TVA, ces sommes innombrables que les gens payent à l'État pour avoir le simple droit de travailler, que décidément les trains ne sont plus à l'heure, et pire que tout, je crois, que les trottoirs étaient dégoûtants, mais au sens propre, dégoûtants d'urine de toutes espèces confondues, et cela inhalait un parfum pas vraiment printanier. Et une autre réalité m'a alors traversé, que les gens que je voyais n'avaient pas vraiment la tête de gilets jaunes étranglés d'impôts et qui triment pour payer leur diesel. Cela était très coloré, venait de partout dans le monde. Enfin, c'était surtout l'Afrique et des boubous, mais aussi quelques jeunes femmes voilées de la tête aux pieds et quelques ressortissants des Indes, des lointaines Indes. À croire que la conquête de Pondichéry et Chandernagore a suffisamment marqué ces peuples pour qu'ils se sentent le droit de venir solliciter la générosité nationale. Et voilà ce que j'ai pensé, que ce centre névralgique de l'imposition française était la figure de la grande spoliation nationale. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre imposition et spoliation. Lien étymologique, bien sûr, l'objet de la présente chronique n'étant ni la politique et encore moins la polémique, vous le savez. Eh bien non. L'impôt nous vient du latin impositum, qui est simplement ce qui est imposé, et qui donne aussi le dépôt en français. Mais l'on voit immédiatement que le consentement à l'impôt est une vaste blague, parce que, par nature, c'est ce qui est imposé. Donc sans consentement, sinon c'est consenti. La spoliation nous vient-elle du latin spoliare, qui signifie dépouiller par violence ou par fraude, et en particulier dépouiller de son héritage. C'est-à-dire que ce qui vous revenait de droit vous est enlevé contre votre gré. Et c'est là que, en l'état actuel des choses, je ne vois plus très bien la différence sémantique entre l'impôt et la spoliation. L'un et l'autre me sont imposés par force, celle de la loi peut-être dans un cas, mais force tout de même, ou par fraude, notamment sur le but recherché. J'ai longtemps pensé que l'impôt pouvait être justifié par la contribution aux charges publiques, en vue du bien commun, pour défendre le pays contre les ingérences étrangères, par exemple, que les routes soient belles et sûres, que les trains modernes arrivent à l'heure, et qu'ainsi les gens disposent de leur temps et non l'État du temps des gens, pour que l'école apprenne aux enfants leur histoire glorieuse, à lire et à écrire, pour que les méchants soient pourchassés et traduits devant la justice et punis de leurs méfaits.
Mais comment appelle-t-on un État qui ponctionne jusqu'à la moelle ses ressortissants pour vendre leurs joyaux de famille et leur faire payer double par la suite? Je pense aux autoroutes, à Alstom, à EDF et ainsi de suite. Je dis que c'est une fraude, et même une triple fraude, en ce qu'elle dépossède, qu'elle fait payer la dépossession, et qu'en plus, elle vous demande de dire merci à la fin. Saint Augustin disait qu'un État n'est rien d'autre qu'une bande de pirates qui a réussi. C'est bien pire. Un État sans légitimité et qui ne veut pas le bien commun est 1000 fois pire, car il s'arroge une fausse légitimité, ce que n'osaient pas faire les pires flibustiers qui, eux, ne vous demandent pas de dire merci après leur raquette. En ce sens, notre État moderne est une imposture. Et, dernière étymologie, pas parce qu'il impose, mais parce qu'il est impuissant. L'impotentia latine faisant l'imposteur français. Mais c'est lui qui a l'argent. Alors, message aux futurs gilets jaunes, la prochaine fois, ne visez pas l'Élysée. Il n'y a là que le simulacre du pouvoir. Visez le cœur, Bercy, et visez bien, car si on touche au Grisby, ils ne font pas de cadeaux. La République, c'est connu, gouverne mal, mais se défend bien. À bon entendeur. Merci Alexandre Cugnache pour cette chronique qui nous a tous donné envie de faire notre déclaration d'impôt, je pense. Merci à vous.